Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Ça fait l'actualité. Ce soir, protéger les plus vulnérables est souvent présenté comme une priorité. Mais comment cette priorité se traduit-elle concrètement sur le terrain quand on sait que chaque année, des milliers de femmes sont victimes de violences, des enfants qui continuent d'être confrontés à la maltraitance, à l'exploitation ou à l'abandon dans la vie de rue. Et derrière ces réalités, il y a aussi des familles qui vivent parfois dans la précarité. Alors, face à ces défis, les pouvoirs publics ont renforcé au fil des années leurs dispositifs de prévention, de protection et d'accompagnement. On a des centres d'écoute, de prise en charge des survivantes de violences, des maraudes de nuit, des familles d'accueil pour certains cas, des protections des enfants. Eh bien, comment les politiques publiques peuvent ce soir, à travers cette émission, lutter efficacement contre les VBG, sans toutefois oublier cette question qui demeure. Est-ce que ces dispositifs répondent pleinement aux réalités du terrain? Est-ce que les populations connaissent suffisamment ces dispositifs? Comment mesurer l'impact de ces actions sur le terrain et surtout comment aller plus loin pour mieux protéger les femmes et les enfants, sans oublier les familles? On en parle ce soir puisque ça fait l'actualité. Je vous le disais, en Côte d'Ivoire, les services de prise en charge enregistrent chaque année des milliers de cas de violences basées sur le genre, tandis que les dispositifs de protection de l'enfant interviennent quotidiennement auprès d'enfants en situation de vulnérabilité. Quelles actions publiques pour le bien-être de la femme, de la famille et de l'enfant? Déjà, commençons par la lutte contre les violences basées sur le genre. Briser le silence est souvent la première étape. Et pour en parler ce soir, je reçois sur ce plateau de Ça fait l'actualité, Dr Zamblé Georgette. Vous êtes directrice, coordonnatrice du programme national de lutte contre les violences basées sur le genre. Bienvenue à vous. Merci. Merci à vous d'être là. Bonsoir. Et avec vous sur ce plateau également, Dako Dano, vous êtes directeur coordonnateur du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Bienvenue à vous. Merci. Et merci de nous recevoir. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir ce soir pour parler de toutes ces politiques publiques pour lutter contre les VBG et aussi protéger les enfants en situation de vulnérabilité. Je vais commencer par vous, docteur Georgette Zamblé. Quelle est, selon vous, la réalité actuelle des violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire? Déjà, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs types de violences qui sont enregistrées. Les violences sexuelles, les mutilations génitales féminines. Nous avons les agressions physiques. Nous avons les violences psychologiques et émotionnelles. Nous avons également le déni de ressources, d'opportunités et de services. Et il y a un type de violence qui se développe de plus en plus, ce sont les violences en ligne. Je dois dire qu'au niveau des violences physiques, au niveau de l'agression physique, il y a une nouvelle forme de violence, enfin de réalité qu'on enregistre de plus en plus. Ce sont les féminicides dont les chiffres ne sont pas encore complètement harmonisés, mais on constate qu'il y a plusieurs cas qui sont de plus en plus dénoncés. Et puis, voilà, nous avons également tout ce qui est agression sexuelle. Des agressions, c'est ce qui sont différentes de ce qu'on appelle viol. Aujourd'hui, la réalité, les chiffres de 2025 disent qu'il y a 10 747 cas qui ont été pris en charge. Et donc, rien qu'en 2025. Rien qu'en 2025. Et on continue d'enregistrer, mais les statistiques vont certainement évoluer parce que de plus en plus les gens ont confiance au dispositif, parce que de plus en plus il y a des personnes qui viennent. Vous avez dit tout à l'heure, le silence est brisé. Donc il y a de plus en plus de personnes qui viennent dans nos différents centres, dans nos différents dispositifs pour être pris en charge. On aura l'occasion de revenir sur ces dispositifs justement. Tout à fait. Mais en attendant, Monsieur Dako, est-ce que ces formes de violence qui ont été citées par Dr Zamblé, vous les retrouvez aussi du côté des enfants que vous accompagnez? Oui, bien sûr. Et je dirais même que ces différentes formes et types de violence sont à l'origine justement de ce que les enfants se retrouvent dans la rue. En tout cas pour beaucoup de fois. À cela, il faut ajouter les mariages précoces, qui sont donc aujourd'hui encore pratiqués, hélas, dans certaines de nos communautés.
Et cela déshumanise, n'est-ce pas, les jeunes filles qui sont obligées de se marier, alors qu'elles n'en ont pas encore l'âge. Est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui sur cette forme de violence? Vous avez parlé. Oui, les statistiques au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant sortent des statistiques. Et vous savez, les questions statistiques, pour ne pas faire des fautes de lèse-majesté, il faut mieux ne pas le dire quand on n'a pas ça devant soi. C'est clair, mais est-ce qu'il y a une ampleur ou encore il y a une régression quand vous Oui, parlez de... en fait, même les régressions, ça cache les disparités. Parce qu'en réalité, les gens changent de forme. Avant, ils mariaient les filles en grande pompe, avec les fêtes. Et comme de plus en plus les gens dénoncent ce type de mariage, les gens se cachent aujourd'hui. Les gens amènent juste la jeune dame, la jeune fille, chez son nouveau mari, et puis pas de fête. Donc, c'est de manière pernicieuse que ça se passe aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure qu'on souhaite, on dénonce, il y a des arrestations, il y a donc des actions fortes qui sont menées, et comme les gens ne veulent pas se faire arrêter, ils changent de stratégie. Quoi qu'il en soit, c'est une réalité dans nos contrées. Et il faut continuer à sensibiliser, parce que la violence ne produit pas de l'épanouissement en réalité. La violence ne fait que déshumaniser la femme. Et sous nos cieux, c'est vrai que l'homme aussi est victime ou survivant de Oui, parce que quand violence. on parle de genre... Oui, c'est le genre. Oui. Mais comme on ne parle pas du train qui arrive à l'heure, et la femme qui est plus exposée, la violence a un visage féminin, on a beaucoup plus d'actions sur la femme. Cela ne veut pas dire que nous, les hommes, ne sommes pas concernés. Oui, D'accord. Ce que j'aimerais Docteur dire par Zamblé. rapport à la réalité aujourd'hui, c'est qu'aucun type de violence ne doit être considéré comme moins qu'un autre type. C'est ça. Parce qu'aucune violence ne doit être tolérée. Aujourd'hui, l'État est engagé dans une politique de tolérance zéro face aux violences basées sur le genre. Il faut dire, comme il disait tout à l'heure, qu'il y a des hommes qui sont aussi victimes, mais on a beaucoup plus de femmes qui sont victimes. Les hommes, généralement, on a moins de chiffres, simplement parce que peut-être que la société ne leur permet pas toujours. Donc c'est une forme de violence aussi, parce qu'ils ont la pression de la société. Ils ont la pression de la société, Oui. L'éducation est discriminatoire déjà à la base. Et lorsqu'on a fini de dire à quelqu'un, tu es fort, tu es viril, tu ne dois pas exprimer telle ou telle faiblesse, parce que le fait de l'exprimer, c'est perçu comme une faiblesse, mais forcément, les hommes n'arrivent pas toujours à s'exprimer. Et dès que vous dites qu'il y a des hommes qui sont victimes de violences, tout le monde rit. Et ce n'est pas toujours facile pour eux. Mais cela dit, les chiffres montrent que les femmes sont à plus de 70-80% sont les plus grandes victimes. Les femmes et les filles sont les plus grandes victimes des violences basées sur le genre. Et toutes les violences, à mon avis, se valent parce qu'aucune d'entre elles ne doit être acceptée par la société. C'est clair. Monsieur Dako, au niveau des enfants, on parle de plus en plus de maltraitance aussi. C'est ça. Cette forme de violence. Si, c'est une... Est-ce que vous avez déjà été confronté à des cas Oui. assez urgents? Comme je dis là, c'est vraiment ce type de violences-là qui font que les enfants sortent de leur maison. Parce que ces violences sont faites en communauté, sont faites dans les ménages. Et les ménages qui devaient donc être des lieux, des havres de paix, des havres de protection, deviennent des milieux où l'enfant ne se sent pas bien. Et c'est en ce moment-là que l'enfant sort donc pour qu'il puisse s'épanouir. Parce que les autres lui disent que là où ils sont, c'est mieux. Donc, si la violence ne se faisait pas dans la communauté, ne se faisait pas dans le ménage, l'enfant allait y être protégé. Mais malheureusement, la plupart de nos violences se passent en communauté. Et donc, c'est cette communauté que les enfants fuient pour aller se retrouver dehors. Donc, c'est une violence qui existe parmi les enfants. Mais la plus pernicieuse, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la violence émotionnelle, qui ne peut pas être vue, qui ne peut pas donc être corrigée. Et l'enfant qui supporte tout ça, qui accumule tout ça, va couper, va donc rompre avec ses liens avec la famille. Et après, ça sera difficile à rattraper. Et vous pensez qu'il a peur de dénoncer, dans ce cas, quand il subit des violences à la maison, il a peur de dénoncer? Oui, non, mais c'est l'environnement, c'est la société, c'est la sociologie. Un enfant ne va pas se retrouver devant le commissaire pour dire « mon papa m'a frappé », mais à la limite, on va lui dire « mais va, mais si toi », c'est ça. Donc l'enfant, il porte tout ça sur lui. S'il va se plaindre chez le chef du village, on va lui dire « mais cet enfant-là, il a du culot. Tu vas venir dénoncer ton père ?»
Et tout ça, on va donc accumuler. Et puis après, on s'est dit, bon, tiens, la seule façon pour moi, c'est de quitter là et pour aller trouver d'autres enfants qui vont donc me protéger. Et ça va donc créer les enfants de la rue. Sinon, la rue ne fait pas d'enfants. D'accord. Docteur Zamblé, pourquoi malgré, vous avez parlé de chiffres, vous avez dit que de plus en plus il y a des dénonciations, pourquoi malgré tout, toutes les campagnes de sensibilisation, il y a encore des réticences? Encore des réticences des par victimes, rapport... il y a toujours des victimes, vous voulez dire? Oui, des victimes, mais qui ont peur peut-être de dénoncer. Qui ont peur d'aller dénoncer, oui. Nous sommes dans une société où, lorsque vous allez dénoncer, surtout pour les femmes et les filles, lorsque vous dénoncez, mais vous êtes stigmatisé. Lorsque vous dénoncez, vous êtes la personne qui est en train de briser l'unité, la cohésion au niveau de la communauté, au niveau de la famille. Ce que les gens oublient, c'est que pour une personne qui est victime, la famille et la communauté ne représentent plus, comme il disait tout à l'heure, ce havre de paix ne représente plus l'abri sûr. Et malheureusement, beaucoup de personnes se taisent parce qu'elles n'ont pas envie d'être rejetées par la société, par la famille, etc. Et donc, les gens privilégient tout ce qui est règlement à l'amiable. Les règlements à l'amiable font que les procédures ne peuvent pas avancer et malheureusement, ça nous emmène à ne pas permettre qu'on puisse punir les auteurs, qu'on puisse aller jusqu'au bout de ces procédures, que justice soit faite. Et dans ce cas, comment vous faites pour amener, c'est vrai, vous avez des campagnes de sensibilisation, mais pour des réticences, quand je dis réticences, il y a des personnes, même quand vous leur parlez, vous leur donnez toutes les cartes, elles ont peur. Nous avons des équipes. Qu'est-ce que vous leur dites pour les personnes qui viennent à nous, oui, les personnes, il y a des équipes de personnes spécialisées, de personnes formées pour pouvoir rendre aux personnes qui arrivent leur dignité. Il y a dans les commissariats des personnes qui sont formées et qui la confidentialité, lorsqu'on est en train de traiter un dossier, c'est quelque chose qui rassure déjà les victimes. Et il y a plusieurs dispositifs pour les prendre en charge de bout en bout. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire aux personnes survivantes, c'est que ce n'est pas la personne survivante qui court après les services, ce sont les services qui se coordonnent, qui se mobilisent en faveur des personnes survivantes. C'est le genre de message qui permet aux gens de comprendre « je ne suis plus seul ». Et puisque je ne suis plus seul, je vais aller justement dénoncer et je sais que, quoi qu'il en soit, même ma réintégration dans la famille, dans la société va se faire parce qu'il y a des spécialistes qui le font. Monsieur Dako, comment amener un adolescent qui subit des violences à pouvoir dénoncer? Mais il faut continuer la sensibilisation. Alors pour ça, il y a les dispositifs. Oui, les dispositifs en Côte d'Ivoire. Au niveau du ministère de la Femme, nous avons plus de 150 complexes socio-éducatifs. Ça veut dire à chaque complexe socio-éducatif, il faut attacher un centre social. Et c'est donc réparti. Le maillage est fait de sorte qu'il y a toujours un centre social le plus proche. Donc ces centres-là, l'une de leurs activités phares, c'est la sensibilisation. La sensibilisation de masse et la sensibilisation de proximité. Quand vous parlez de sensibilisation, c'est quoi? C'est quel message exactement vous mettez dans la sensibilisation? Déjà, présenter la cartographie. Présenter la cartographie des structures étatiques qui s'occupent de ces questions. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un centre ici, il y a un comité de protection là pour que, quand tu es en situation de vulnérabilité, tu puisses t'y rendre. Donc, il faut présenter déjà la cartographie de ces structures de base. Et là, je suis en train de donner déjà les statistiques qui concernent les complexes socio-éducatifs. Et donc, ces complexes-là, leur mission, c'est justement de prendre en charge et de sensibiliser, de faire déjà la prévention en donnant l'information à travers la sensibilisation. Mais s'il y a survenu des cas de violence, ils font donc la prise en charge psychosociale. C'est une prise en charge qui tient compte de le besoin que présente la personne survivante. Si le besoin peut être pris en charge par le centre social, il le fait. Les autres côtés qu'il ne peut pas prendre en charge, il fait des référencements. C'est pour ça que tout à l'heure, avec Dr Zamblé, qui parlait des plateformes, c'est justement à l'intérieur de cette plateforme-là que se règlent les questions ou les besoins qui ont été identifiés sur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de continuer. Maintenant, pour que ce que la loi prévoit, devant un certain nombre de violences, c'est que le sachant, celui qui a connaissance d'une violence, parce que tout à l'heure, il a dit que les personnes ont peur de dénoncer. Et les règlements se font de manière amiable. Alors, la loi nous donne l'autorisation, la possibilité, nous, d'informer monsieur le procureur de la République, qui, lui, a l'opportunité de poursuite. Parce qu'une fois que tu as connaissance, par exemple, d'un viol,
Et là, à ce que sur ça, je voulais vraiment préciser Allez-y. que la Côte d'Ivoire a fait un pas de géant. Parce qu'il y a quelques années en arrière, le viol était qualifié d'attentat lapidaire. Et les personnes étaient jugées, et à ces personnes on donnait 1 an, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, le code pénal criminalise le viol. Et cela est important. Et ce qu'il faut dire en plus, c'est que comme la loi se rend compte, on est dans une sociologie dans laquelle on sait comment les gens fonctionnent, quand il y a un cas de viol, que les gens règlent de manière amiable, la loi donne la possibilité à l'enfant mineur qui a été violé, qui peut porter plainte une fois qu'elle atteint sa majorité. Donc c'est une possibilité que la loi donne. Au moment où j'étais jeune, j'ai été violé en communauté, vous avez transigé, et aujourd'hui j'ai la possibilité, je porte plainte. Et la loi poursuit donc le bourreau et la personne est donc mise en prison. Donc pour moi, c'est très important que la loi durcisse ces termes pour que les potentiels violeurs se rendent compte que ce n'est pas une bonne chose, parce que ça déshumanise. Docteur Zamblé. Oui, il y a, comme il a déjà commencé à les citer, les dispositifs qui existent pour l'accompagnement des personnes survivantes. Alors, si vous permettez, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, en Côte d'Ivoire, l'État a permis que nous ayons 42 bureaux genre dans les commissariats. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on en a plusieurs à l'intérieur du pays. Et dans ces bureaux genre, on a plusieurs points focaux, genre, qui sont formés à l'écoute, au traitement des plaintes, en tenant compte de la vulnérabilité des victimes. Les victimes, quand elles arrivent dans un bureau genre aujourd'hui, elles se sentent écoutées, elles se sentent comprises et elles se sentent protégées. Donc, alors aujourd'hui, nous avons le commandement au niveau de ces structures qui font partie. Le commandement fait partie aujourd'hui des points focaux. Donc, on a 35 commissaires, on a 300 officiers, et puis on a 185 femmes qui sont formées. Donc, cela permet également à la parole de se libérer. Mais à côté de ça, nous avons les plateformes multisectorielles VBG. Nous en avons aujourd'hui 102 en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une dynamique d'étendre ces plateformes, parce que dans ces plateformes, on se rend compte que le traitement qui est fait d'une plainte, d'un cas, c'est pas isolé. Parce que la victime qui arrive dans une plateforme, la victime qui arrive dans le dispositif, elle ne vient pas que pour un cas médical. La violence subie n'est pas que judiciaire. C'est une violence, c'est un traumatisme global. Et donc, à traumatisme global, réponse holistique. Alors aujourd'hui, quelqu'un qui arrive dans une plateforme est pris en charge à tous les niveaux, tant au plan médical qu'au plan judiciaire, qu'au plan psychologique, au plan de la réintégration socio-économique, à divers niveaux, même dans l'accompagnement à toutes les étapes du processus. Et je disais tout à l'heure, les services se coordonnent. Alors, ces plateformes, moi j'aime bien les appeler la tour de contrôle de la lutte contre les VBG. Parce qu'il y a une coordination. Il y a une coordination qui est faite. Entre les plateformes. Et donc, oui, il y a une coordination qui est faite. La victime n'a plus à courir et aller répéter la violence de son traumatisme à plusieurs bureaux, puisque les choses sont coordonnées. D'accord. Alors, on va suivre ensemble ce reportage, je pense, puisqu'on parle aussi de violences faites aux enfants qui contribuent, qui favorisent, je dirais ça comme ça, à les faire fuguer. Donc, on va regarder ce reportage de Davis Oyo et on revient tout à l'heure. 1h du matin, ce samedi 4 juillet 2026, dans la commune de Cocody. Alors que la saison des pluies bas sont pleines, la ministre Nasséné Touré va à la rencontre d'enfants dont la rue est l'unique refuge. Encadré par les forces de la police nationale, l'équipe ministérielle cible ensuite 2 autres sites. L'un dans les environs de la 8e tranche et l'autre près du terminus 81-82, toujours dans la commune de Cocody. Sur place, des jeunes vulnérables, à peine secourus, plaident la cause d'une famille entière, elle aussi dans une extrême précarité. Maman, on te demande pardon, c'est vrai que tu as aidé tes enfants, mais il y a une famille aussi derrière que c'est pas bon, tu ne dois pas les laisser.
Sensible à cette détresse, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant décide de se rendre immédiatement sur les lieux. Le constat est alarmant. Les accès sont quasi inexistants et les habitations menacent de s'effondrer à tout moment.